Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Chose promise, chose due. 100% Bénin. Le numéro du jour se veut la suite logique de celle d'hier. La lutte contre la corruption en débat. Et déjà, en notre compagnie, sur ce plateau, l'homme qui n'est plus à présenter, parlant de cette lutte au Bénin, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, précédemment président de l'ANLC. L'homme a accepté donc nous accompagner. Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Et merci vraiment pour le respect de la parole donnée, comme on dit. Il n'y a pas de problème. Alors, chers invités, dans la même logique comme ce qui a été précédemment fait, nous poursuivons cette émission avec, sur ce plateau, en notre compagnie, une co-animation donc, oui, Landry Salanon, confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji, Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour à nouveau. Les députés, à l'occasion du vote d'une loi, ont subtilement modifié, ou j'allais dire abrogé, l'obligation de déclaration de patrimoine faite à certains, comme j'allais dire, à certains élus au niveau de la République. Dites-nous, excusez-moi, Jean-Baptiste Elias, un peu tout, j'allais dire, sur la déclaration de patrimoine au Bénin. D'abord, qui sont les personnes, ou j'allais dire, quelles sont les personnes qui sont donc assujetties, quels sont les délais et évidemment un peu les contours. Merci beaucoup. Le Bénin a signé, ratifié et déposé les instruments de ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et au terme de l'article 8, alinéa 5 de cette convention, il est prévu expressément que chaque État partie s'efforce de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes, notamment toute activité extérieure, tout emploi, tout placement, tous avoirs et tout don ou avantage substantiel d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leur fonction d'agent public. C'est ça l'article 8 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Obligation faite. Obligation. C'est écrit. C'est pas moi qui l'ai dit. Le Bénin a signé. Le Bénin a ratifié. Le Bénin a déposé l'instrument de ratification. Au terme de l'article 2 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, il est écrit exactement ceci. Article 2. Définition. Au sens de la présente loi, on entend par agent public. Vous avez vu maintenant, la Convention a parlé d'agent public. On n'entend pas agent public. Toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Voilà ce que dit la Convention. Voilà ce que dit notre loi interne que les députés ont voté, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption. De ce point de vue, le Bénin, avec cette loi, était en harmonie avec la Convention des Nations Unies contre la corruption. Vous m'avez demandé qui sont ceux qui sont concernés. Alors, l'article 3 de la Convention de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption a cité un certain nombre de personnes. Article 3. Les hautes personnalités de l'État et les hauts fonctionnaires tels que définis par la loi 2010-5 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l'État dont la nomination est faite par le président de la République en Conseil des ministres, les directeurs centraux de l'administration, les directeurs des régies financières décentralisées et déconcentrées, les membres des états-majors des armées, les directeurs généraux, les directeurs et cadres de la douane, de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, les directeurs des offices et sociétés d'État, les directeurs coordonnateurs de projets, les directeurs financiers, les régisseurs, les comptables, les présidents de commissions administratives, les administrateurs d'un ouvrage public ou d'un bien appartenant au domaine de l'État, les présidents des tribunaux, juges, procureurs, greffiers et plus généralement tout ordonnateur de dépenses de tout organisme public et de toute personne morale de droit public,
les administrateurs, les directeurs, les comptables et contrôleurs des entreprises publiques et des sociétés d'État et d'économie mixte, les ambassadeurs et les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption doivent faire leur déclaration du patrimoine. Ces dispositions s'étendent également aux personnalités élues à un mandat public et à tout agent public de l'État dont l'acte de nomination en fait obligation. Un décret pris en Conseil des ministres détermine la liste des hautes personnalités de l'État. Voilà ce que l'article 3 dit. Et sur la base de ça, les députés, les ministres, le président de la République, les présidents d'institutions, à savoir la Cour constitutionnelle et tous les membres de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, président et tous les membres, la Cour suprême, président et tous les conseillers, le Conseil économique et social, les 30 membres, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les 9 membres, le médiateur de la République, la Sénat, tous les 5 membres. Ensuite, l'ARCEP, les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, les membres de l'Autorité de régulation des marchés publics, etc., etc. Puis, les députés, bien entendu, les maires et les élus locaux sont prévus pour faire leur déclaration de patrimoine à l'entrée comme en fonction, à la sortie. 15 jours après votre prise de service, vous devez faire la déclaration de patrimoine. Et si 15 jours, Tous les agents concernés, ceux que je viens de citer, et 15 jours à la fin de votre mandat, vous devez faire également votre déclaration de sortie de mandat. Voilà ceux qui sont concernés en gros pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre ce que la Convention des Nations Unies a prévu et ce que la loi 2011-20 a prévu également. Jean-Baptiste Elias, je le disais tout à l'heure, l'alinéa 2 de l'article 3 que vous venez donc de citer a été donc abrogé par une loi votée par les députés. C'était il y a quelques mois, notamment le 20 avril dernier. Juridiquement aujourd'hui, c'est-à-dire que quelques acteurs, agents, j'allais dire, tels que peut-être les députés ou les maires ou les élus locaux, sont exemptés, disons, de cette déclaration. N'est-ce pas la compréhension qu'on devrait donc avoir? C'est bien ça. Et je suis un légaliste, je respecte les lois de la République. Seulement, cette loi vient en contradiction avec la Convention des Nations Unies contre la corruption que le Bénin a signé, ratifié et déposé les instruments de ratification. Dans notre Constitution, il est bien dit que les conventions et lois externes viennent supérieures aux lois internes. Donc nous avons déjà un problème à ce niveau-là qu'il faut régler. Mais le Bénin n'est pas seul. Nous sommes dans le monde entier. Si vous voulez qu'on va faire des comparaisons pour qu'on comprenne, je n'irai pas loin pour aller chercher les autres pays qui ont des systèmes juridiques ou des systèmes législatifs différents. Je prends les pays francophones d'Afrique. Je n'irai même pas dans les pays européens pour qu'on me dise, oui, eux, ils sont beaucoup plus... Au niveau du Conseil de l'Entente, nous avons 5 pays. Le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire. Tous les 5 pays, je dis bien tous les 5 pays, jusqu'à la prise de la loi de 20 avril 2020, tous les 4 autres pays donc, ont les députés qui sont assujettis à la déclaration de patrimoine. Allons-y maintenant à l'UEMOA. L'UEMOA, il y a 8. En plus des 5 que je viens de citer, il y a le Sénégal, il y a le Mali, puis il y a la Guinée-Bissau. Tous les 8 États de l'UEMOA ont leurs députés qui sont assujettis à la déclaration de patrimoine. 8. Ah maintenant, 7. Puisque le Bénin n'est plus là-dedans. Oui. Très bien, merci beaucoup. Oui. Alors, allons-y plus loin. Oui. Prenons d'autres pays d'Afrique. Nous avons la Guinée. Guinée-Conakry. Oui. Nous avons la Mauritanie. Nous avons le Maroc. Nous avons l'Algérie. Nous avons la Tunisie. Nous avons Djibouti. Nous avons la République centrafricaine. Nous avons le Tchad. Nous avons la République démocratique du Congo.
Nous avons le Cameroun. Etc. Non, je vais citer quelques-uns. Nous avons le Gabon, Oui. nous avons Madagascar, nous avons l'île Maurice, nous avons les Comores. Ouais. Tous ces pays, les députés sont assujettis à la déclaration de patrimoine. Parce que tous ces pays ont ratifié la Convention des Nations Unies et veulent se mettre à jour vis-à-vis de cette convention-là. Je répète à nouveau, je suis légaliste. Le Bénin a choisi cette voie. Je n'étais pas au courant. Sinon, humblement, j'aurais dit à mes amis, puis surtout les députés sont mes amis. Je leur dis humblement, ne le faites pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, si vous voulez bien, on va parler des écoles entrant dans le cadre de la déclaration de patrimoine. Des écoles. Les écoles, il y a trois. Trois écoles, trois concepts. Oui. Ouais. La première école, sinon le premier concept, on fait la déclaration de patrimoine, on publie. La deuxième école, donc le deuxième concept, on fait la déclaration de patrimoine, on ne publie pas. Et troisième. Le troisième concept, la troisième école, on fait la déclaration de patrimoine, on peut publier comme on peut ne pas publier. Quelle est notre option au Bénin? Le Bénin a choisi l'option 2, à savoir, on fait la déclaration de patrimoine, on ne publie pas. Pourquoi? On ne publie pas. Quelles sont les raisons qui sous-tendaient? Non, C'était une option législative ou j'allais dire de l'autorité? C'est une option, je dirais même, anthropologique et sociologique. Ça se comprend. Ouais. C'est vrai qu'au niveau du Burkina Faso, ils ont pris l'option de publier. Eux, ils font déclaration et publient. Ouais. Mais ici au Bénin, vous savez bien comment ça se passe. On dira, mais Landry, là, on a regardé sa déclaration de patrimoine. Il a 4 immeubles. Il a 10 millions dans son compte. Il a des têtes de bœuf que son papa lui a données, etc., etc. Ça va créer des problèmes. Et vous savez bien que nous sommes dans un milieu où la jalousie peut vous amener loin. On peut commencer par vous faire ce qu'on peut faire, ce que nous ne souhaitons pas toujours. Ou assister à la rébellion de certains bureaux. Très bien. Et de ce point de vue, C'est pour protéger. en somme. c'est pour protéger. Et donc, cette école existe. Et le Bénin a bien fait de choisir l'une des 3 écoles. Donc, on ne publie pas. Alors, c'est bien pourtant de faire la déclaration de patrimoine. Il y va de l'intérêt de celui qui est assujetti. Pourquoi? 1. Quand vous prenez fonction et que vous avez fait votre déclaration de patrimoine, déposée à la Chambre des comptes de la Cour suprême, Oui. et que vous vous comportez d'une certaine manière qui frise un tout petit peu de l'opulence, les populations peuvent dire, mais comment, monsieur Joël, là, comment, il vient d'être élu député, et puis il commence par faire un certain nombre de choses. Ah, là-bas, là, il a pris de l'argent, ou il a monnayé l'argent pour pouvoir voter les lois, enfin, bref, un certain nombre de choses. Mais quand on va se rendre compte que votre train de vue est quelque chose qui frise un peu l'extravagance, on vous demande, on dit, monsieur, qu'est-ce qu'il en est dit? Allez regarder ma déclaration de patrimoine. On trouvera que dans votre déclaration de patrimoine, vous avez déclaré, 1, que vous avez été héritier de votre papa, qui vous a laissé des millions. 2, que vous avez hérité de votre maman, qui vous a laissé les nanas baises, vous savez, les femmes qui ont de l'argent, qui vendent des tissus et autres là, ils peuvent léguer des biens à leurs enfants. Elle avait 4 maisons entre-temps, bon, il vous a donné parce que vous êtes fils unique, et vous avez vendu tout ça ou bien, La etc. nouvelle Bref, position permet de mettre tout ceci en exergue. voilà. Ok. Et quand on va regarder votre déclaration, on dit, ah, mais Joël, mais non, ce qu'il fait est normal, il a tout déclaré. Mais si vous n'avez pas déclaré, et que on commence subitement par se rendre compte de la chose, c'est en ce moment qu'on vous le dit, oui, j'ai fait ça parce que tel ami m'a donné ci, j'ai fait ça parce que telle personne m'a donné ça, ça fait la confusion, ça crée la confusion. Et c'est même pas bon pour vous-même. D'autre part, les députés sont des agents publics. On vient de donner la définition tout à l'heure. Certains, et ce sont mes amis tous, ils disent, mais non, mais Elias nous embête. Parce que nous, on n'a rien à gérer. On ne gère rien. Pourquoi on va faire déclaration de patrimoine? Non. C'est écrit à l'alinéa 5. Ce n'est pas que vous ne gérez rien. On dit, toute autorité compétente, toute activité extérieure. Les députés ont parfois des activités extérieures. On le sait, ça. Bien, vous devez déclarer ça. Ensuite, tout emploi, vous avez peut-être d'autres emplois ailleurs, vous devez déclarer ça aussi. Ensuite, tout placement. Si vous aviez fait des placements au niveau donc de la bourse ou bien, etc., vous devez faire ces déclarations-là. Tous avoirs et tout don, même on vous donne des choses, vous devez les déclarer.
et avantages substantiels. Vous devez les déclarer. Donc, ce n'est pas ceux qui sont là pour gérer seulement qui sont concernés. On peut ne rien gérer et avoir beaucoup de choses à se reprocher en matière de déclaration de patrimoine. Donc, voilà de quoi il s'agit. Alors, mes frères et amis, les députés ont voté cette loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non. Pour qu'on arrive à cette modification. Je ne peux pas expliquer. Moi, j'ai peut-être quelques idées de la chose. Oui, allez-y. Ils pensaient que, bon, en les soumettant à cette contrainte-là, que c'était, bon, les embêter un peu. Puisque, entre-temps, le PAGIP-G, le programme de la Banque mondiale que le Bénin a signé, qui fait plus de 17 milliards de francs CFA, donnait injonction à l'autorité nationale de lutte contre la corruption de vérifier les déclarations de patrimoine. Et vous avez été d'ailleurs aux trousses de plusieurs élus. Et malheureusement, c'est ça peut-être ça qui a fait. On a dû le dire. J'ai écrit au président de l'Assemblée à chaque fois. J'ai rappelé les députés à l'ordre chaque fois. Pardon, s'il vous plaît. Nous devons le faire. Parce que moi, j'ai pour obligation de faire rentrer de l'argent dans le pays. Si on ne le faisait pas et que la Banque mondiale suspendait les 17 milliards, j'aurais sous la conscience. Donc, je les ai appelés. J'ai écrit. J'ai envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale, à chacun des députés pour leur dire de faire la déclaration de patrimoine. Certains n'ont pas fait. La Banque mondiale est venue pour faire le contrôle. J'ai fait le compte rendu. Le directeur de cabinet du ministre du Plan est le président du comité de pilotage de ce projet. Le directeur de cabinet du ministre des Finances est le vice-président de ce projet. Ils savent bien que c'est comme ça. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchani, est le patron de ce projet. Il sait bien que c'est comme ça. Donc, moi, j'ai pour obligation de faire en sorte que le Bénin ne perde pas ces 17 milliards. Et pour ça, j'ai été obligé de faire ce que la loi prévoit à son article 4, à savoir saisir la Cour suprême pour intenter un procès contre ceux qui n'ont pas fait leur déclaration. En tout cas, la suite, on la connaît. Ceci n'a pas été bien accueilli. Aujourd'hui, avec l'option faite au niveau de l'Assemblée, quelles peuvent en être les incidences possibles? D'abord, si c'est possible, je vais prier mes frères et sœurs de l'Assemblée nationale de revoir leur copie. Et pourquoi? Bien sûr, pour les raisons que voici. Je viens de dire tout à l'heure que la Convention des Nations Unies a prévu ce que je viens de vous lire. Oui. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a une évaluation du Bénin sur l'application de la Convention des Nations Unies qui va se faire bientôt. C'est à cause du coronavirus que les équipes ne sont pas encore arrivées au Bénin. Le Bénin sera évalué par la Gambie et par la Suisse. Quand j'ai rendu compte au chef de l'État, j'ai fait le compte rendu au chef de l'État. Attendez, j'ai fait le compte rendu au chef de l'État. J'ai fait le compte rendu au ministre d'État chargé du plan. Il me dit, hey, le ministre d'État dit, attention, l'évaluation par les pairs est quelque chose de très important. Monsieur Elias, faites en sorte que tout se passe très bien. Ils vont arriver. Et ils vont constater qu'avec la nouvelle loi, nos amis et frères de l'Assemblée ne sont plus là-dedans. Oui. Ils feront leur idée. C'est vrai que le Bénin est souverain. Mais ils garderont leur idée à eux. Ils vont mettre dans le rapport. Ce rapport sera circulé partout dans le monde entier. On saura que le Bénin ne respecte pas toujours ses engagements. Monsieur Elias, faites attention, qu'est-ce que ça signifie? Oui, qu'il faudrait tout faire pour que les choses se passent bien. C'est ça. Afin que l'évaluation par les pairs, qui se fera par la Gambie et par la Suisse, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Il y a des milliers de questions qui sont posées. J'ai envoyé tout ce dossier au président de la République. Je l'ai envoyé au ministre des Affaires étrangères. Je l'ai envoyé au ministre du Plan pour que chacun sache ce à quoi on s'en tient quand ils vont arriver au Bénin. Du chef de l'État, vous avez des réactions? Non, je n'ai pas... Vous savez, le président de la République a tellement beaucoup de choses à faire que, bon, au moins, il a reçu le document, il a reçu les lettres, c'est pas une, c'est pas deux, il a reçu tout ça là. Les ministres sont là pour pouvoir l'aider justement, c'est leur rôle. En dehors de l'évaluation par les pairs, oui. On pourrait assister à quoi d'autre? Non, le rapport sera fait. Et si ce rapport est fait et que bon, on se rend compte que le Bénin ne respecte pas, donc les gens feront leur idée sur le Bénin. Bon,
Ça ne sera pas plus. Mais ça ne fait pas bien, c'est tout. Jean-Baptiste Elias, en attendant la promulgation de cette loi, d'ailleurs, vous demandez une certaine relecture. Vous plaidez tout à l'heure en demandant aux députés de revoir leur copie. Il s'agit de l'article 12 précisément, c'est pourquoi je parlais de subtilement. Ils l'ont mis à travers des dispositions abrogatoires pour ne pas trop comprendre. En tout cas, on comprend un peu les stratagèmes. C'est ce que je pense, Jean-Baptiste Elias. Dites-nous, en 2019, les députés ont été donc installés. Quel est un peu l'état des lieux en matière de déclaration au niveau de la 8e mandature? Avouons-le, quand on a installé les députés pour la 8e législature, j'ai fait comme il se doit les lettres au président de l'Assemblée nationale. Le délai était de 15 jours. De 15 jours. Et effectivement, il a fait circuler la lettre à tous les députés. Le premier trimestre tout de suite, nous avons eu sur les 83 députés, au moins 68 qui ont fait la déclaration, qui sont dans les normes. C'est une prouesse. Par rapport aux autres législatures, c'était pas ça. Donc 68 déjà ont fait. Il reste combien? 25, 24 ou 25, quelque chose comme ça. Puis, j'ai écrit une deuxième lettre à chacun justement des 25 qui sont concernés, des 23 ou 25. Mais entre-temps, j'ai fini mon mandat. Il restait 15, voilà. Oui. Il restait combien? 15. Non. 83 sur 65. Vous avez dit 68? 68 Oui. 1 sur 83. Oui. Il reste combien? Il reste 15. Ah bon, d'accord. Ok, tant mieux. Donc, voyez-vous, il s'approche. Ouais. Et donc, j'ai écrit à chacun d'eux et au président de l'Assemblée nationale pour dire il reste telle personne qui n'ont pas encore fait. J'ai bon espoir que depuis que je suis parti le 19 mars 2020, qu'ils ont fait le nécessaire. Je n'ai pas la suite. Je ne peux rien dire pour l'instant sur ce qui s'est passé. Parlant de dossiers, il y a un qui est resté au travers de la gorge de bon nombre de professionnels des médias. Il s'agit du dossier appelé dossier ambulance. On vous a vu au devant de la scène. De ce dossier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire? Nous rappeler sans doute de quoi cela remontait, de quoi il s'agissait de façon subtile, Jean-Baptiste Elias. J'espère qu'on aura le temps de parler de ça. On va y aller. Alors, nous étions là quand le ministère de la Santé a exprimé le besoin d'avoir des ambulances, ce qui est normal. Puis, la demande a été faite en décembre 2015. C'est un appel d'offres. Un appel d'offres qui a été fait en décembre 2015. Les plis ont été ouverts le 17 décembre 2015, donc avant l'arrivée du président Talon. Puis, je ne sais pas par quelle alchimie, les choses ont traîné jusqu'à ce que l'adjudication provisoire puisse avoir lieu le 29 juin 2016. Donc, le président Talon est arrivé déjà. Le marché numéro 355 du 17 septembre 2018 a été signé pour la fourniture de 5 ambulances. 5 ambulances médicalisées 4x4 diesel de marque Mercedes fourgon par une société de la place pour un montant de 493 830 000 francs CFA. Au cours de la livraison de ces ambulances, au départ, 3 avaient été livrés sur les 5. La médiatisation de la réception de ces ambulances a été faite et les bruits ont commencé par courir. Oh, comment on peut parler de 5 ambulances, on n'a donné que 3? Et le montant fait 493 830 000 francs CFA, ce qui revient à peu près à une ambulance à plus de 90 millions de francs CFA. Et ça a commencé par crier. Tout le monde a commencé par crier. Oh, c'est pas possible, surfacturation, etc. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption s'est saisie du dossier et a invité le ministère chargé de la Santé, tous les membres de la commission ayant étudié le dossier, le fournisseur des ambulances, pour une série de réunions. Questions écrites, réponses écrites. Puis, nous avons procédé aux investigations.
Les investigations ont permis de constater 2 faits majeurs. Oui, lequel? Le premier fait majeur, c'est que les ambulances qui ont été livrées au Bénin sont des véhicules qui ne sont pas destinés pour circuler sur le territoire béninois. Ça C'est-à-dire? suffit. La maison mère qui a fabriqué Oui. ces ambulances a dit que ces ambulances ne sont pas destinées pour le territoire béninois. Pourquoi? Quel Destiné, territoire, oui. hein? Oui, ça arrive ça. C'est pas la première fois. Ok. Ça arrive que des articles ou des véhicules soient préparés pour d'autres destinations et pas pour d'autres. C'est pas la première fois. Oui. Donc ça arrive. Donc, premier fait que nous avons constaté. Quand nous avons eu cette réponse, nous avons dit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous dites que ça arrive. Et en même temps, vous dites, Oui, nous avons dit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Nous avons dit, puisque celui qui a gagné le marché n'est pas le concessionnaire officiel de la maison qui a fabriqué les ambulances. Les ambulances. C'est ça. Nous avons interrogé le concessionnaire officiel, le représentant officiel de la marque au Bénin. On lui a dit, venez, monsieur. Il est venu, on dit, mais comment? Est-ce que vous avez soumissionné pour l'attribution des 5 ambulances que le ministère de la Santé a demandé? Il me dit oui. Ah bon? Qui représente la marque au Bénin? Il dit, c'est nous. Mais comment se fait-il que vous avez soumissionné et qu'on me dit, moi, c'est quoi? Vous avez soumissionné quelle marque? C'est alors que le concessionnaire officiel de la marque au Bénin me dit, j'ai soumissionné une autre marque. Et une autre marque est disponible. Oh, une autre marque est disponible, mais je dis, mais pourquoi vous avez soumissionné une autre marque alors que vous êtes le représentant officiel de cette marque au Bénin? Il me dit, monsieur le président, cette marque-là que demandait celui qui a lancé l'appel d'offres était pas autorisé à circuler au Bénin. C'est ça. Donc, il m'a confirmé ce que j'ai déjà eu à la base Oui. au niveau du fabricant. Oui. Première chose. Deuxième chose, au niveau des investigations, le dossier d'appel d'offres dit expressément que pour gagner le marché, il faut avoir fait la livraison 1 ou 2 fois au moins de ambulances De pratique. de pratique. Dans le dossier de ceux qui ont gagné, ils ont mis une attestation de bonne fin d'exécution comme ayant livré 6 ambulances de même marque qu'ils veulent proposer au Bénin, au Togo, pour un montant de 550 millions de francs CFA. 6 ambulances. 6 ambulances au Togo, pour un montant de 550 millions de francs CFA. Ah! La Convention des Nations Unies contre la corruption et la modeste personne de celui qui vous parle, nous avons des réseaux dans 194 pays et territoires pour vérifier les choses. Alors vous avez saisi le Togo. Eh bien, nous avons vérifié. Il s'est fait que la réponse est arrivée pour nous dire que les pièces fournies, l'attestation de bonne fin d'exécution délivrée, fournie, qui a permis de gagner le marché, est une fausse attestation. Attestation. Il a dit, très concrètement, qu'il ressort des investigations que celui qui a signé l'attestation de bonne fin d'exécution pour la fourniture de ces 6 ambulances est un magasinier. Donc, il n'est pas le directeur du centre. C'est un magasinier. Le Togo fait les investigations, on a les résultats. Ensuite, les investigations nous disent, à la date de 2011 où le document a été signé, le centre du Togo qui est supposé avoir acheté les 6 ambulances pour 555 millions de francs CFA
avait une dette de plus de 5 milliards de francs CFA et que ce centre ne pouvait jamais acheter une seule ambulance, à plus forte raison 6. 3. Les investigations nous ont donné que le centre en question, au Togo, détenait seulement une ambulance offerte par Rotary Club International. Jamais acheté. Jamais acheté. Et donc, que la lettre, l'attestation de bonne fin d'exécution est une fausse attestation, ça n'existe pas. C'est pas fini. Oui. Mais dans l'attestation de bonne fin d'exécution, ceux qui ont gagné le marché ont bien mis là-dedans qu'ils ont reçu une lettre du centre ayant acheté les 6 ambulances pour pouvoir livrer les 6 ambulances. Ils ont donné les références de la lettre. Nous avons demandé au Togo de nous fournir copie de cette lettre. Oui. Les investigations ont prouvé que cette lettre n'a jamais existé. Et pour confondre le fournisseur, nous avons invité au cours d'une 3e réunion, nous avons demandé au fournisseur de nous donner copie de la lettre du 23 juillet 2011 par laquelle le fournisseur avait été approché pour vendre les 6 ambulances à 550 millions de francs CFA au Togo. Vous l'avez obtenu? Jamais. Il nous a dit, on lui a dit, il faut combien de temps? Il nous a dit, je demande 1 mois pour aller chercher le document au Togo et vous l'amener. Vous lui avez accordé la... Nous avons accordé le mois. On a accordé les 30 jours. Puis, 28 jours après, il écrit pour dire, Monsieur le Président, je vous demande encore un délai supplémentaire. J'ai dit, mais c'est quand le délai supplémentaire? Je ne connais pas. J'ai dit non. Puisque nous, on avait déjà tout ce qu'il faut. On a convoqué la réunion quand même. Et au cours de la réunion, nous avons sorti toutes les preuves de ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas eu de contestation. Tous les membres de la commission qui ont évalué le dossier étaient présents. Personne n'a contesté. Tout le monde était d'accord. Le fournisseur a dit, avant que je ne sorte les preuves, que je vais prendre le temps pour chercher la lettre et vous amener. À ce jour, 15 juillet 2020, je n'ai jamais reçu cette lettre, puisqu'elle n'existe pas. Les autorités compétentes nous ont confirmé qu'une telle lettre n'existe pas. Alors, on a fini de faire le rapport. Oui. Et le rapport a été envoyé au président de la République. Une copie de ce rapport a été envoyée au ministre de l'Économie et des Finances. Une copie du rapport a été envoyée au ministre de la Santé. Une copie a été envoyée à l'autorité de régulation des marchés publics. Et une copie a été envoyée à l'agence judiciaire du Trésor pour permettre à ce que tous ils s'en saisissent pour faire le travail. Bien entendu, nous avons envoyé une copie de ce rapport à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour qu'elle se saisisse pour faire le travail. Le procureur spécialisé. Le procureur spécial. Vous n'avez Non. pas dénaturé ce qui est... Spécialisé. Bon, selon les thèmes de Jean-Baptiste. Le procureur spécialisé de la CRIET. Votre vœu sera pris en compte, on l'espère. Absolument, absolument. Parce que c'est pas spécial, non. Spécial, c'est exceptionnel. Ouais. C'est pas ça. Procureur spécialisé de la CRIET a accusé réception, a transmis le dossier à la BEF et nous espérons que le dossier suit son cours. Vous avez depuis là vérifié? Non, ça fait pas longtemps. Ça fait à peine 4 mois. Ah, vous avez vu des dossiers qui, en une semaine... Non. Encore une célérité. Non. Attendez. Ouais. La justice organise son temps. Nous ne pouvons pas lui dénier ça. La justice a sa procédure. Un dossier peut arriver tout de suite et traité demain, tout comme un dossier peut arriver maintenant et mettre 3 mois, 4 mois, 5 mois. De toute façon, nous, on a fini de faire notre travail. Tout le monde était à l'attente de ces résultats-là. Vous avez été le premier et le seul à avoir officiellement le contenu en dehors des autorités à qui j'ai fait le point de ce rapport. Tous ceux qui attendaient le résultat de ce rapport auront certainement le résultat maintenant. Parce que bon,
Voilà la situation. Donc, devant la criette, ce qui est dit, c'est que la procédure suit son cours. La procédure suit son cours. C'est tout ce que moi, je peux vous dire pour l'instant. Alors, on est curieux de savoir un peu, hein, Landry, quelle aurait été la réaction de l'autorité suprême? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on a rendu Quand compte... vous avez envoyé le courrier... Le président de la République a reçu. Le ministre des Finances a reçu. Le ministre de la Santé a reçu. L'autorité de régulation des marchés publics a reçu. L'agent judiciaire du Trésor a reçu. Le procureur spécialisé de la criette a reçu. Et lui, il a répondu qu'il a transmis le dossier à la BEF pour la quête. Voilà. Jean-Baptiste, il est vrai, on parle de palais de justice. La justice a son rythme, on le sait très bien, mais c'est le même reproche qui a été toujours fait à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. On vous accuse d'avoir beaucoup de dossiers, vous les intentez, mais vous dites les dossiers ne sont pas allés à leur fin, nous avons joué notre rôle. Est-ce que ce n'est pas, disons, le même constat que vous faites, alors qu'on sait que vous avez sans doute d'autres stratégies au pouvoir pour faire un peu booster les choses, Jean-Baptiste? Non, ouais. Vous savez, le peuple béninois a voté une constitution consacrant la séparation des pouvoirs. Nous sommes légalistes. Il est bien dit que le pouvoir judiciaire a sa méthode de travail, a ses procédures. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans ça. Mieux, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption interdit de faire pression sur les juges et sur la justice. De ce point de vue, nous n'avons rien à y dire. C'est vrai que le peuple attend, c'est vrai que la population attend, c'est vrai que, bon, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. C'est dans le cadre de la prévention. Il faut que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sachent désormais que s'ils faisaient de faux papiers pour gagner les marchés, on a la possibilité de les détecter désormais. À partir de cet instant-là, nous sommes en droit de dire ce que nous disons pour faire la prévention. Parce que ce qui s'est passé, pour avoir mis ce faux papier dans le dossier qui a permis de gagner, ça a éliminé d'autres qui étaient de bonne foi, qui ont bien fait leur travail, mais qu'on a laissé de côté parce que ce papier est arrivé pour dire qu'ils ont déjà fait ça au Togo pour 550 millions et que donc ils peuvent le faire au Bénin pour 493 millions. Alors qu'en fait, c'est un faux document. Voilà, Jean-Baptiste, c'est là ce qu'attendent aussi les téléspectateurs. Ce sont les détails sur les vrais coûts, les vrais chiffres quand même de ces ambulances. On a vu des chiffres qui ont circulé un peu sur les réseaux sociaux. En principe, une ambulance ne coûterait pas 90 millions de francs CFA. La NSC, quand vous avez enquêté, quels sont les coûts auxquels vous avez eu droit pour ce type d'ambulance? Voilà. Alors, je n'avance rien si je n'ai pas les preuves. Ouais. Quand le dossier est arrivé, nous avons saisi justement le fabricant pour avoir le coût d'une telle ambulance. Nous avons donné toutes les caractéristiques. Et c'est justement parce que nous avons donné toutes les caractéristiques au fabricant que le fabricant, en nous répondant, disait « Ce véhicule n'est pas destiné pour le Bénin ». Et nous leur avons dit « Ok, d'accord, ce n'est pas destiné pour le Bénin, mais donnez-nous le montant ». Ils nous ont dit non, puisqu'on leur a demandé une cotation CAF Port Cotonou. Ils nous disent, puisque le véhicule n'est pas destiné pour le Bénin, on ne peut pas vous donner un montant. Et on a insisté à plusieurs reprises, on n'a pas eu le montant. Et de ce point de vue, je ne vais jamais m'aventurer pour dire le véhicule doit coûter X, doit coûter Y, parce que je n'ai pas les preuves de ce que je vais dire. Encore 5 minutes, on va partir. Bon, ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas évoquer un autre aspect très rapidement. Écoutez, même si c'est survolé, on verra bien. C'est un autre dossier sur lequel on vous a vu beaucoup avancer. C'est ce dossier qui n'a pas fait long feu, celui de recrutement frauduleux au niveau d'une structure de l'État. Non, quand nous sommes arrivés au niveau de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, nous avons eu un dossier concernant, il faut le dire, la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il y avait eu un concours de recrutement qui avait été fait. Nous avons été saisis. Nous avons fait les investigations. Le bureau d'études qui est chargé de faire le travail a été écouté. Le directeur général a été écouté. Tout son staff a été écouté. La conclusion est que le travail a été mal fait. On a trouvé le directeur général qui avait son enfant là-dedans. Le directeur général a joint son enfant là-dedans, etc., etc. Ce n'est pas un crime. Les enfants peuvent avoir bien travaillé. Et nous avons fait les investigations, justement. En faisant les investigations au niveau donc, de
du service qui a fait donc le travail, on s'est rendu compte que les fleurs... l'excellence. Non, c'est pas ça du tout. Et nous avons fait le compte rendu. Et on a rendu compte au ministre du Travail et de la Fonction publique, on a rendu compte au président du conseil d'administration de la Caisse d'assurance de sécurité sociale, et ils ont examiné la situation. Ils ont réellement décrété qu'il faut annuler le concours. On a annulé vraiment, on a repris, et dans de bonnes conditions, tous ceux qui ont été admis cette fois-ci méritaient vraiment d'être admis parce que nous avons vérifié tout ce qui s'est passé. Donc vous avez suivi jusqu'à la fin. Absolument, nous avons suivi jusqu'à la fin, et tout a été fait dans les règles de l'art. Nous avons tout ce qu'il faut pour dire ça s'est bien passé, c'est même bien pour le pays. Parce que quand des choses comme ça arrivent, excusez-moi 1000 fois, les pauvres qui n'ont personne se posent des questions. Il vaut mieux faire les choses correctement pour qu'on évite de ces ratés-là. Et la loi a prévu aussi les sanctions à donner à ceux qui font des faux examens, des fraudes au niveau des examens et concours. L'article 131 de la loi 2011-20, du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption, a prévu des sanctions à donner à tous ceux-là. Mais dans le cas d'espèce, les gens avaient-ils été vraiment punis? Oui. Punis, oui, puisque la punition peut vouloir parler aussi de l'annulation. Oui. On les avait même pris déjà. Ils ont commencé le travail quand on a dit il n'est pas question, on les a tous sortis. Je ne vois pas de sanctions peut-être disciplinaires ou judiciaires. Non, ça, c'est là. C'est le président du conseil d'administration de la Caisse qui s'est occupé de ce volet-là. Vous avez pourtant le droit d'ester en justice, oui, la NNC. Nous avons le droit d'ester en justice. Oui. Vous ne l'avez pas fait sur ces dossiers. Mais non, puisque le président du conseil d'administration avait la main pour le faire, pourquoi voulez-vous que nous puissions aller faire encore quelque chose que le président du conseil d'administration puisse le faire? Puisque le conseil d'administration s'est réuni, a décidé réellement et a annulé le concours et a pris la main pour la suite. Voilà ce qui s'est passé. Jean-Baptiste Elias, pour ces 3 ans passés à la tête de la NNC, est-ce que vous avez le sentiment vraiment d'une mission parfaitement accomplie? Absolument. Modestement, nous avons fait notre mission. Et le rapport sur les 3 ans d'activité est disponible. Nous l'avons envoyé au président de la République, à tous les ministres, à tous les présidents d'institutions. Chacun peut, en le lisant, se faire une idée de ce que l'équipe de la 2e mandature de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a eu à faire. Humblement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Rien n'est parfait dans la vie. Nous souhaitons que d'autres arrivent et qu'ils fassent plus que ce que nous avons fait pour le bonheur de notre pays. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Elias, vous n'êtes plus à l'ANC, en tout cas un haut commissariat ou un haut commissaire remplacera toute l'équipe pour le moment. Vous êtes toujours président au niveau du FONAC. À quoi vous allez désormais vous consacrer, disons, au-delà de cet ancrage qui vous permettait d'aller à beaucoup d'endroits? La Convention de l'Union africaine, la Convention des Nations unies contre la corruption, le protocole de la CEDEAO contre la corruption, tous ces textes ont prévu l'implication de la société civile, du secteur privé, du secteur public et des médias dans la lutte contre la corruption. Et c'est à ce titre que je suis sur votre plateau, à l'aise pour pouvoir parler. Vous savez, nous sommes en train de fêter la journée africaine de lutte contre la corruption. C'est notre rôle de la société civile de venir éclairer la population et donner les informations nécessaires pour que chacun de nous sache qu'il faut faire en sorte que la lutte contre la corruption soit une réalité. Les amis du secteur privé vont faire le travail, ceux du secteur public vont également faire le travail, et vous, médias, vous avez déjà fait votre travail. Merci. Je vous remercie. Nous vous remercions pour cet instant éclairage. Landry Salanon, ce sera tout pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. Oui, le temps ne suffit jamais, mais on fera avec. Ainsi va la réalité du studio 100% Bénin. On s'en arrête là. Ne l'oubliez pas, à chaque jour suffit sa peine. À très bientôt.